Bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Lille et vous venez de faire une présentation sur les hémorragies cérébrales au sein du congrès de la SRLF. Merci de vous prêter à ces petites interviews. On voulait vous poser quelques questions simples. Déjà, à l'heure actuelle, quels sont les objectifs tensionnels dans la prise en charge des hémorragies intracérébrales non traumatiques? Alors d'abord, c'est une urgence parce qu'il y a ce concept de time is brain aussi dans l'hémorragie cérébrale. Et il faut lutter contre l'expansion du volume. Donc dès l'admission et idéalement au cours de la première heure, réussir à avoir une systolique aux alentours de 13 ou 14. Pour les patients qui arrivent avec une pression artérielle inférieure à 220 de systolique. Alors pourquoi la systolique? Parce que toutes les études ont été faites sur la systolique uniquement. Donc aujourd'hui, voilà, le plus vite possible, entre 13 et 14 de systolique et surtout éviter les fluctuations, donc essayer de maintenir cette cible. En dessous de 13, on est probablement néfaste, notamment sur le rein. Et si on ne diminue pas suffisamment, on n'arrive pas à lutter contre l'expansion de volume. Donc c'est difficile d'atteindre cette cible, mais il faut vraiment s'y tenir et c'est la première chose à faire. Merci beaucoup. Quelles sont les principales étiologies auxquelles on doit penser ou sur lesquelles on peut agir à la phase aiguë? Alors finalement, la démarche étiologique dans l'hémorragie cérébrale, elle va avoir assez peu de place au cours des 24 premières heures. En dehors de l'imagerie initiale qui vous permet de dire c'est pas du trauma et c'est pas de la malformation vasculaire. Ça, on l'a déjà fait finalement. Dans les hémorragies du parenchyme cérébral, on va être essentiellement sur deux causes. La première, c'est ce qu'on appelle la lipohyalinose des artères perforantes. Donc, c'est ces hémorragies profondes avec des étendues d'anomalies de la substance blanche, parfois des micro-hémorragies profondes, souvent chez des sujets très hypertendus antérieurement et âgés. Deuxième cause, hémorragie lobaire, le plus fréquent, plutôt sujet âgé, angiopathie amyloïde cérébrale. Donc là, on va avoir une hémorragie lobaire avec des micro-hémorragies. Il y a des choses urgentes auxquelles il faut penser. C'est notamment la thrombose veineuse cérébrale. Ça, c'est vraiment important d'avoir une imagerie qui va également explorer les veines parce qu'à peu près 30% des thromboses veineuses cérébrales vont se révéler par un tableau hémorragique parenchymateux. Et si on n'a pas le diagnostic au départ, on a une très mauvaise évolution avec un risque de mortalité important. Je vous remercie beaucoup. En réanimation, on a tendance à voir ces patients à la phase aiguë et pas forcément avoir d'évaluation de ce qu'ils deviennent par la suite. Quel est le pronostic de ces hémorragies cérébrales non traumatiques et quel est même leur devenir pour une partie d'entre eux? Ouais. Alors aujourd'hui, ça reste un peu sombre, c'est-à-dire que 40% des hémorragies parenchymateuses sont décédées à 1 mois et parmi les survivants, 1 sur 2 reste dépendant. Ce sont des données qui finalement on commence à dater et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il fallait vraiment limiter cette prophétie autoréalisatrice qui fait qu'on se dit c'est une hémorragie cérébrale, c'est grave, il va mourir donc je ne fais rien. On change de paradigme, on est vraiment sur d'abord on stabilise, on évite que l'hémorragie s'expande, on a parlé de l'hypertension, de la gestion des chiffres tensionnels, on reverse les anticoagulants et puis ensuite depuis quelques mois on a des données sur la chirurgie mini-invasive qui permet d'enlever le sang, qui a une neurotoxicité focale et puis on essaye de développer des stratégies anti-inflammatoires. Et quand on est pris en charge dans une unité neurovasculaire avec gestion de la tension, réversion des anticoagulants, éventuellement évacuation neurochirurgicale dans un tout petit sous-groupe bien identifié, on a montré qu'il fallait traiter 38 patients dans ces conditions pour éviter un mort ou handicap sévère. Donc on commence à avoir des données encourageantes, mais jusqu'à présent, on reste quand même dans une maladie très grave parce qu'il y a peu de traitements spécifiques. Merci pour toutes ces réponses à nos questions. Merci.